Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous livresque. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Céline Mas, autrice, entrepreneuse et présidente d'ONU Femmes France. Elle est aussi la cofondatrice de Love for Live, un joli projet autour de la lecture et du bien-être dont elle va nous parler dans ce rendez-vous livresque. Comment les livres ont totalement changé sa vie, sa vision de la lecture et de comment elle s'engage au quotidien pour une lecture pour toutes et pour tous, son parcours d'entrepreneur, la place de la femme dans les métiers du livre. Je vous laisse découvrir mon échange avec Céline Mas et vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Céline dans le podcast et dans ce rendez-vous livresque et merci d'avoir répondu par la positive à ce rendez-vous. Merci Amélie pour ton invitation, bonjour à toutes et tous. Alors Céline, pour celles et ceux qui te connaissent peut-être pas, tu es autrice, entrepreneuse et surtout tu es une femme qui est très engagée puisque tu es depuis 2018 présidente d'ONU Femmes France, si je ne dis pas de bêtises. Et puis tu as créé Love for Live, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, puisque Love for Live recommande des livres selon les émotions que l'on recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer ce qu'est Love for Live ? Oui, merci. Love for Live, c'est vraiment créer des innovations pour promouvoir la lecture, pour mieux vivre, pour des publics privés, particuliers et professionnels. Et on est tout le temps en recherche d'innovation et nos innovations, c'est le moteur de recherche dont tu parlais sur le site. On fait de la formation soft skills pour les entreprises via la littérature et les sciences cognitives. On fait de la bibliothérapie et on fait des bibliothèques à thème, qui sont en fonction de thèmes que des structures ont envie de pousser pour donner envie de lire parce que c'est vraiment ça qui nous motive. Ok. J'ai testé justement la fonctionnalité, je suis allée voir un petit peu sur le site et je trouve ça hyper original. Je connaissais pas du tout. Moi, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et j'ai testé. Alors, si vous nous écoutez, vous irez faire un tour. C'est vraiment très, très bien fait en fonction des émotions. Et puis, alors, une fois qu'on a sélectionné, par exemple, un livre, on a des petits pourcentages de les émotions qu'on va retrouver dans le livre, les thématiques. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, déjà, bravo pour ça. Et du coup, quand tu as décidé de créer ça et que tu as voulu lancer Love for Live, c'était quoi l'objectif de base ? La base de la base, c'est vraiment se dire que la littérature ne devrait pas être réservée ou la lecture à uniquement certaines classes populaires privilégiées. Justement, que c'était un art populaire. Et en même temps que la manière dont les critiques littéraires, les médias parlent des livres, c'est pas toujours très accessible. Donc vraiment, l'obsession de départ, c'est l'accessibilité. Or, les émotions, tout le monde en a. Et donc, on s'est dit, comme tout le monde en a, et que la lecture, c'est avant tout des émotions, surtout le roman, surtout le romanesque, eh bien, comment pouvoir traduire ça par un outil qui est moderne, qui est gratuit et qui est accessible au plus grand nombre. Et du coup, aujourd'hui, ça se manifeste de quelle façon concrètement ? Parle-nous un petit peu de quels sont, par exemple, les derniers projets sur lesquels tu as pu travailler, comment vous rendez justement cette lecture accessible, comment vous donnez envie de lire, qui sera un sujet qu'on va aborder après aussi, puisque j'ai bien envie d'avoir ton avis là-dessus. Voilà, comment ça se matérialise concrètement ? Par exemple, un de nos projets actuels, c'est un projet pour l'aide sociale à l'enfance via une association formidable qui s'appelle Impact. Et donc, j'y étais hier soir. Tu vois, hier soir, j'ai animé un atelier avec des filles adolescentes d'une maison d'enfants autour de la confiance en soi. Et donc ça, c'est de la bibliothérapie. C'est une approche vraiment de lecture autour des compétences psychosociales, etc. Ça, c'est un exemple très concret. Et puis, dans ces maisons d'enfants, on va installer des bibliothèques des possibles. Donc, c'est des bibliothèques où tu as des thèmes autour des possibles. Donc, se réaliser, se dépasser, faire confiance à ses émotions. Et nous, on choisit des livres qui vont avec et on les met dedans. Et après, on laisse la magie de la lecture opérer. Et un autre exemple, c'est demain, j'interviens à 14h dans une grande entreprise autour de l'intelligence émotionnelle et j'aborde le thème à travers la littérature et les sciences cognitives. Toujours la littérature et les sciences cognitives. Et derrière, est-ce qu'il y a parce que notamment tu parlais de cette bibliothèque que tu as mis en place, est-ce que derrière il y a une notion d'échange aussi, par exemple avec les adolescentes, est-ce que derrière ça amène quand même à des échanges, des discussions, est-ce que ça ouvre à autre chose que la lecture, parce que au final, moi j'aime bien toujours un petit peu ce paradoxe de la lecture qui est une activité qui est très solitaire, puisque quand on lit, logiquement on lit seul, mais qui se partage beaucoup aussi, au niveau émotionnel aussi, ce qu'on a ressenti, ce que c'est venu toucher en nous, etc. Est-ce que derrière aussi il y a toute cette notion d'échange Alors oui, bien sûr. En fait, dans nos programmes de bibliothérapie ou de formation, on a toujours des discussions autour des livres, des jeux, des exercices. Donc déjà, le livre, ça devient une matière vivante. Tu vois,
vois. C'est vraiment comme si comme une sorte de pâte à modeler, quoi. On le prend, on invente des possibles, on invente des suites. C'est ça le sujet. Le livre, ça doit être vivant. La lecture doit être vivante. Et puis quand on est, par exemple, pour l'aide sociale à l'enfance, la bibliothèque, ensuite, on invite chacune et chacun à mettre aussi ses propres livres. Ok. L'idée, c'est que nous, on met une bibliothèque, on la rend la plus belle, la plus particulière, la plus originale possible, et la magie qui doit s'opérer, on espère en tout cas, c'est qu'après, les personnes s'en emparent dans les lieux et qu'elles puissent à leur tour la faire vivre. Et c'est ça qui continue, tu vois, le chemin. Il y a une continuité derrière. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que c'est des personnes qui viennent là par choix, entre guillemets, parce qu'elles aiment lire, ou, alors pas sous la contrainte, parce que c'est pas le mot non plus, sous la contrainte. Est-ce qu'il y en a qui sont là en phase de découverte, de se dire, moi, j'ai jamais trop mis mon nez dans un livre. Est-ce qu'il y a cet objectif aussi de redonner ou de donner goût à la lecture à des personnes qui peut-être ne sont pas forcément familières avec ça, ou est-ce que c'est quand même principalement sur des personnes qui sont déjà enclins à lire des livres au final? Non, c'est quand même plus des personnes qui soit ont lu mais ont décroché. Parce que tu sais qu'il y a un décrochage très clair à l'adolescence. Soit mais lisent dans des moments de l'année, par exemple l'été, tiens, ça arrive, on remplit sa valise, mais ensuite, dès qu'on repart dans le rythme, on n'a plus le temps. Et puis, c'est aussi des gens, et ça, c'est essentiel pour nous, c'est vraiment dans notre motto, qui pensent qu'ils sont pas à la hauteur. Parce que tu sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent qu'en fait, ils osent pas rentrer dans une librairie parce que le livre fait pas partie de leur quotidien. Ils aimeraient bien pourtant lire ou proposer des livres, mais ils osent pas. Et donc, nous, on est là aussi. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est un vrai sujet parce que la lecture, la littérature, c'est un art majeur et ça semble pouvoir être parfois réservé à certaines personnes. Et nous, vraiment, notre engagement, c'est important, c'est de se dire, non, au contraire, c'est pour tout le monde la lecture, c'est pour tout le monde. Dès que tu as un livre à la main, tu changes. Et donc, tu changes et tu apprends des choses et ça prend soin de toi et tu as envie de le partager. C'est ça ce pourquoi on s'engage. En fait, Love for Livre, c'est avant tout un projet qui pense que quand on lit, on a plus de chances dans la vie. Et que donc, ça crée de la mobilité sociale, ça crée énormément d'atouts. Et nous, on a envie que ces atouts soient ouverts à tous. Et c'est ça aussi la lecture. Elle a ce pouvoir-là, véritablement. Et qu'est-ce qui t'a persuadé de ça, justement? Mon expérience, c'est assez simple pour le coup. Je l'ai vécu et les personnes qui travaillent pour le Fort Livre aussi, pour la plupart. Moi, j'ai énormément lu quand j'étais enfant, ce qui était pas un hasard total, mais en tout cas, parce qu'il y a l'école quand même qui te forge cette pratique. Mais dans ma famille, il n'y avait pas énormément de livres, en tout cas pas au niveau où moi, la passion que j'avais. En fait, je lisais beaucoup, à tel point que mes parents s'inquiétaient un peu pour moi, parce que j'étais tellement plongée dans mes livres. Et en fait, ça a totalement changé ma vie. Je me rends compte à quel point, et surtout maintenant avec un peu plus de recul, disons, ça m'a aidé à travailler à l'école, avoir un parcours scolaire, ça m'a aidé à comprendre les réactions de certaines personnes, ça m'a aidé à presque surmonter aussi des chagrins d'amour, ça m'a aidé à vivre le deuil différemment. Enfin bref, des choses qui sont quand même très fortes dans la vie. Et en fait, si je n'avais pas la littérature, encore aujourd'hui, bien sûr, je pense que je n'aurais jamais pu faire beaucoup de choses, sincèrement, vraiment. Et quand tu dis ça à une personne pas du tout convaincue par la lecture ou qui est pas forcément familier ou quoi que ce soit, quand tu expliques ce que tu viens de m'expliquer, on te répond quoi en général? Est-ce qu'on te croit? Il y a des personnes qui me croient parce que c'est vrai, en fait. Quand c'est sincère et que tu le ressens, tu transmets l'émotion, ça, elle se propage. Mais après, moi, ce que je trouve très important, c'est la pratique. C'est-à-dire que quand tu lis un texte, par exemple, dans un atelier ou une formation qui est bien choisie, qui va vraiment déclencher une émotion, et je le dis souvent, ça a beaucoup plus de pouvoir que 3 heures de discussion. En fait, c'est tellement fort ce que tu arrives à créer dans le fort intérieur, dans l'esprit de l'autre. Et tu sais, je prends souvent ce parallèle, c'est que si tu décrivais à quelqu'un ce que c'est de jouer au foot, pas grand monde jouerait au foot en fait. Par contre, si tu donnes un gamin un ballon et que tu commences à lancer comme ça un jeu de foot qui est un jeu très populaire, tu crées tout de suite cette envie. La littérature, c'est pareil, la lecture. Si tu mets les bons textes, le déclic d'un texte dans les mains du plus grand nombre, tu vas créer des déclics. Si tu dis, alors lire c'est ça, et puis il y a une fiche de lecture, et puis non, ça va pas fonctionner. Donc il faut de la simplicité, il faut des émotions, et c'est comme ça que ça prend. Et du coup, comment justement t'arrives à mettre ce livre entre les mains d'une personne qui serait peut-être un peu réfractaire? Comment tu arrives à la convaincre de lui dire mais si, vas-y,
fais-le. Je pense que c'est beaucoup par les thèmes des ateliers. Parce que tu vois, par exemple, quand on conduit des ateliers sur la confiance en soi, prenons, c'est un sujet très classique, les personnes sont quand même curieuses de savoir comment, par des méthodes nouvelles, elles peuvent acquérir plus de confiance en elles. Quand on fait un atelier sur les émotions, ça nous touche toutes et tous. Donc, en fait, le thème permet quand même d'amener des personnes qui sont un petit peu réfractaires, un peu frileuses à l'atelier. Et ensuite, vraiment, c'est le choix des textes. C'est un vrai travail. Nous, on le fait. Je remercie encore l'équipe de Love for Live. On est vraiment des artisans, c'est-à-dire on va lire parfois 100 textes avant de trouver le texte qui va créer le déclic. Et quand on le fait bien, et c'est tout l'art de notre travail, quand on choisit le bon texte, franchement, on crée quelque chose, on crée le déclic, et là, les gens sont conquis. Le nombre de personnes qui, à la fin d'un atelier, nous ont dit « Ah, c'est bien, vous m'avez redonné envie de lire », alors que ça fait 10 ans qu'elles lisaient plus, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Tu peux pas savoir, c'est un sentiment de joie et de plénitude énorme. J'imagine. Mais du coup, comment tu choisis justement ces lectures ? Est-ce que tu fais à ton propre ressenti, ou est-ce que au final, c'est un peu l'expérience qui parle ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Parce qu'au final, et c'est ce qui fait aussi la beauté de la lecture, on a tous des ressentis, des émotions différentes, et peut-être que un livre qui toi va te toucher, moi va pas du tout me toucher, et vice versa. Tu vois, comment t'arrives à séparer ce qui toi te touche personnellement de ce qui peut te toucher tout en touchant d'autres personnes de milieux différents, tu vois ? Alors, c'est une très bonne question. Si je fais simple, d'abord, tu regardes toujours ton audience, qui va être dans l'atelier, et tu essaies toujours de trouver le dénominateur commun. On peut avoir des ateliers avec des âges très différents, mais on se dit, même si on a une amplitude d'âge importante, il y a quand même des dénominateurs communs. Deuxièmement, tu te fies jamais à ta seule émotion, parce que ton émotion, par définition, elle est hyper subjective, et on a tous en tête des histoires qui vont résonner de manière très différente en chacun de nous, et c'est ça qui est beau aussi. C'est que la littérature, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, d'explorer. Donc, on va toujours le faire en équipe. Et ensuite, on a le site qui nous aide, parce que sur le site, si tu veux, quand un livre, par exemple, est poussé sur une émotion, c'est le résultat de toutes les personnes qui l'ont qualifié. Donc, on a quand même une sorte d'opinion collective qui se dégage. Et le dernier point, c'est qu'on a quand même une grille avec des critères pour choisir les textes. Donc, par exemple, on va favoriser la diversité des textes. Donc, on peut aller de Shakespeare en passant par Anna Gavalda, en passant par, Rimbaud, en passant par Melissa d'Acosta, rien à voir. Et on va vraiment, dans une même session, avoir des textes très différents. On choisit des extraits assez courts, mais qui sont forts, qui sont chargés en émotions. On choisit aussi, on a une adéquation entre le thème et le texte. Alors, ça veut pas dire que le texte parle du thème, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais tu travailles sur la confiance en toi que tu as un texte qui parle de confiance en soi. Ça peut être détourné, mais il y a toujours des liens. Bref, on a toutes sortes d'outils qui nous permettent à la fin des fins de atterrir sur un texte qui peut fonctionner. Et du coup, je reviens sur quelque chose que tu as dit qui était hyper intéressant et qui moi me pose question et en même temps me fait tellement de peine, c'est de savoir qu'il y a des personnes vraiment qui sont persuadées qu'elles ne sont pas faites pour lire. Qu'est-ce que ces personnes te disent en général ? Ça vient de quoi ? Est-ce que c'est juste l'image qu'ils en ont ? Est-ce que c'est de l'éducation ? À quel moment une personne se dit « moi je vais pas rentrer dans la librairie, c'est pas fait pour moi ». Pour moi, c'est très intéressant, mais je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Il y a un sujet vraiment lié, on va dire, à l'image de la littérature. Si je te dis roman, fiction, histoire, littérature, tu vois bien que ces mots ne résonnent pas du tout de la même manière. Quand tu dis littérature, alors je pourrais aussi dire fiction. Nous, on utilise beaucoup le terme de fiction qui est plus ouvert, parce qu'il y a aussi les séries, c'est de la fiction, etc. Mais la littérature, il y a un côté vraiment sophistiqué. Il y a cette image, en fait. Elle évolue parce qu'aujourd'hui, on a plein influenceuses qui sont sur les réseaux, qui donnent, toi aussi, ce que tu fais, ça donne une image beaucoup plus accessible. Mais la réalité, c'est que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Vrai. Donc, il y a plein de gens qui se disent oh là là, si j'ai pas lu un livre très compliqué, etc., je vais pas y arriver. Donc ça, c'est le côté social. Et puis après, il y a vraiment le type de texte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui lisent, mais qui ne lisent pas des auteurs classiques, qui vont lire vraiment des romans feel-good, par exemple. Et on a quand même tendance à jeter sur ce type de lecture un jugement. Au bout d'un moment, les gens se rabougrissent, et puis plutôt que de s'ouvrir et de vouloir partager, ils se disent moi, je suis à part. Et ça, il faut absolument travailler là-dessus, parce que on est dans une situation quand même de santé publique, c'est-à-dire qu'on sait que les écrans prennent une place énorme, notamment chez les plus jeunes, que ça va avoir des conséquences cognitives, sociales, économiques, etc. Et en fait, on ne peut pas répondre à ça en continuant à juger depuis la nuit des temps des types de textes. Moi, je suis évidemment sensible au style, mais je considère que
chaque écrivain, autrice, auteur a son style, qu'il y a toujours un public pour ça et que le plus important, c'est de lire. Ah, c'est mais de complètement. lire. Ah mais Toujours. je suis complètement d'accord avec toi et moi la première avant que toute l'émergence Bookstagram arrive, que moi aussi je commence un petit peu sur mon Instagram à poster mes lectures, pendant longtemps quand je disais je lis du Guillaume Musso, on me répondait mais c'est pas de la littérature ça. Bah voilà, bah ça c'est le début du problème, je suis désolée. Et peut dire ce qu'est la littérature, qui ne peut pas le dire. On peut s'accorder sur le fait que, et on l'a dans l'éducation nationale, il y a des livres qui sont classiques, on peut s'accorder sur le fait qu'il y a des auteurs, autrices qui ont des prix, qui sont extrêmement reconnus pour leur œuvre, leur style, bien sûr. Après, moi, je regrette, je suis contre l'idée qu'on devrait classer les livres et en fait leur donner une valeur supérieure, inférieure. C'est ça. Ça me gêne en fait. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on veut chez Love for Livre aussi, c'est révéler le pouvoir de toutes les histoires, différents, selon les gens, selon tes attentes, selon tes émotions. Même toi, je suis sûre que tu lis parfois des feel good et puis parfois tu lis des livres très complexes, ça dépend aussi des moments. Oui, bien sûr. Et tu en as, et c'est bien. Il n'y en a pas une qui se vaut mieux que l'autre et le but c'est de lire et c'est très très important. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est assez alarmante justement sur les jeunes et la lecture. Toi qui es en contact justement de tout ça, tu sauras mieux répondre. Pourquoi les jeunes ne lisent plus? En tout cas, pourquoi ils perdent cet intérêt de la lecture? Je pense que c'est quand même pas un désaveu, mais un ralentissement de la société entière par rapport à la lecture. Et que malgré tout, les écrans, le numérique, la rapidité ont largement pris le dessus ces dernières années en termes de pratique. Donc ça joue sur les jeunes comme ça joue sur plein de gens. Je pense aussi que la lecture, en fait, ça se mérite. C'est-à-dire que, en fait, pour rentrer dans le plaisir du texte, il te faut quelques minutes. Ça va à l'encontre quand même de cette idée d'immédiateté. Alors il faut pas longtemps. 6 minutes de lecture, c'est 68% de stress en moins, université de Sussex, tu vois. Le problème, c'est que il faut quand même que tu arrives à ces 6 minutes et il faut que tu continues à lire. Et c'est aussi un truc qu'on a dit beaucoup aux jeunes, et aux gens et aux jeunes, c'est si tu dois lire le livre jusqu'au bout. Ça aussi, moi, je comprends pas. Ouais. Je suis désolée. Ça, c'est un truc que je trouve... je sais pas si c'est très français. Il me semble qu'en France, c'est assez fort. Pourquoi est-ce qu'on devrait lire, à titre de loisir, un livre jusqu'au bout, pendant 300 pages, alors qu'on n'accroche pas? On devrait dire aux gens... Moi, j'interviens en médiathèque ou les membres de l'équipe auprès de jeunes, mais on leur dit ça tout le temps. On leur dit, mais si vous n'aimez pas, il y a tellement de livres. Tu vois, Gide, je crois que c'est Gide qui dit je suis tellement heureux quand je sais toutes les lectures qui me restent à vivre. Il le dit pas exactement comme ça, mais donc pourquoi aller se coltiner un livre qui nous rebute et qui va nous marquer peut-être pour toujours, alors qu'on a des millions de références où on est sûr qu'une d'entre elles, on va tomber amoureux ou amoureuse. C'est fou. Ouais, c'est vrai, ça c'est un gros débat même sur Bookstagram, on voit souvent des posts passer comme ça, de bookstagrammeurs, bookstagrammeuses qui lancent le débat de vous lisez votre livre jusqu'à la fin ou vous vous arrêtez si vous aimez pas, et bon il y a les deux écoles, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai du mal aussi à comprendre, dans le sens où si on l'appliquait à n'importe quelle autre activité, on continuerait pas, enfin on va pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou j'essaye à chaque fois de comparer avec des choses de la vie de tous les jours, et pour moi c'est absurde de se dire je vais me faire souffrance pendant 300 pages pour aller au bout du livre. Mais tu vois, du coup on revient à ce sujet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte quand même d'idée reçue qui est que lire c'est quelque part difficile et ça se mérite, et ça oui, d'une certaine manière, mais on devrait jamais imposer aux jeunes de lire jusqu'au bout un livre, c'est de la folie. On devrait aussi, moi je pense qu'il faut partir des besoins du lecteur et de la lectrice. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le moteur de recherche de Love for Livre. C'est pas de dire, il faut absolument que tu lises tel auteur parce que c'est un incontournable. Ça peut être mon avis, mais pas forcément le tien. En revanche, c'est de dire, qu'est-ce que tu aimes toi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît? Et en partant des émotions du lecteur, tu arrives beaucoup mieux à trouver les livres qui vont faire des clics. Et c'est ça vraiment je pense qui est important. C'est sûr que les écrans, de toute façon, ça va poser un sujet, c'est un autre sujet, mais c'est sûr que la manière dont on va évoluer par rapport à nos pratiques et aux écrans, tu vois, je me dis, il y a peut-être un autre monde dans lequel, ou une voie dans quelques années où en réalité on va revenir à la sobriété, on va revenir à la matière, on va revenir à sortir de l'écran. C'est déjà un peu le cas, il y a déjà des mouvements. On peut imaginer quand même que le livre, dans sa simplicité totale, du papier, une histoire, des lettres écrites dedans et l'histoire qui est racontée, redevienne finalement populaire, parce qu'on va avoir besoin aussi de ce type
de loisirs et de moments à soi. Ça, je suis plutôt comme toi, je suis plutôt assez optimiste sur le fait qu'on va revenir un petit peu aux choses beaucoup plus simples. C'est déjà le cas, hein, on le voit vraiment de plus en plus, tout ce qui est tendance slow life, etc. Ça prend vraiment le pas en ce moment, donc je suis plutôt optimiste là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence au niveau éducation? Tu vois, je te donne un exemple très concret qui est celui de mon fils qui a 2 ans et demi. Il a toujours baigné dans la lecture, hein, puisqu'on a une bibliothèque qui fait tout un pan de mur. On adore les livres avec mon mari, lui plus BD, moi plus roman. Mais en tout cas, il a toujours baigné dans les livres. Et tous les soirs, on fait entre 30 minutes et 45 minutes de lecture. Mon mari, quand il en a parlé un petit peu avec des copains, ils se sont insurgés en mode « Quoi ? 30 minutes ? Autant ?» Comme si c'était un exploit, comme si c'était quelque chose d'impressionnant. Alors, est-ce que c'est pas une question aussi d'éducation derrière et de ce qu'on en fait? Bah c'est sûr, 30 minutes, c'est sûr que si je serais curieuse de savoir dans les études la moyenne de temps de lecture aux enfants en bas âge par les parents. Je pense que j'ai l'impression en tout cas que ça me nuise parce qu'il y a d'autres loisirs, un mode de vie qui évolue. Et pourtant, 30 minutes à lire, c'est autant de cadeaux que tu fais à ton fils pour votre fils pour la suite. En fait, c'est d'une force. En fait, Démiurgé dans son dernier livre, donc faites-les lire, qui est vraiment un livre intéressant. Et moi, je sors un livre sur la lecture en octobre où j'ai pas mal repris des données de Démiurgé, donc qui est chercheur au CNRS. Il dit, en fait, la lecture c'est le loisir le plus complet. T'en as pas d'autre. Oui, il a fait énormément de recherches, etc. Et donc, t'as tellement de bienfaits dans la lecture que tes 30 minutes par jour, c'est énorme. Je serais vraiment curieuse que cette étude ait lieu parce que 30 minutes, ça paraît beaucoup en fait par rapport à la moyenne. Tu veux dire que je fais trop lire mon fils, c'est ça? Ah non, jamais assez. Je t'invite à faire plus, même si tu peux. Non, au contraire. Et puis, ce qui est important, c'est que tu le fasses tous les jours. À la limite, tu ferais 10 minutes, mais par jour. C'est là aussi, je trouve qu'il y a une idée reçue qu'il faut contrer, c'est, alors, quand tu lis, t'en as pour l'après-midi. Pas du tout, en fait. Non. La lecture, ça peut être des petites capsules de lecture que tu crées, et ça dure pas longtemps, mais tout de suite, ça t'oxygène le cerveau, ça oxygène le cerveau de tes congénères, et hop, c'est reparti. Toujours avoir un livre dans sa poche, on sait jamais. Mais bien sûr. On va à un rendez-vous, 5 minutes de retard. Exactement. Hop, c'est 5 minutes de plus. Le médecin, tiens. Ou parfois, tu es chez le médecin, tu es un peu stressé parce que tu vas voir tel ou tel sujet. Hop, tu sors ton livre, tu pars dans ton histoire et hop, ta tension redescend et c'est reparti. Et ça, justement, t'en as dans tes ateliers, dans les retours que tu as des personnes auprès desquelles tu interviens avec Love for Livre et ton équipe. Qu'est-ce qui en ressort le plus, c'est-à-dire émotionnellement parlant? Je veux dire, est-ce que majoritairement les gens viennent te dire « Ah bah c'est vrai que depuis que je me suis remis à lire, je me sens beaucoup moins stressée, ou je dors mieux, ou je suis plus concentrée ». Qu'est-ce qui ressort le plus au final? 2 choses. Le calme, le retour au calme, et ça c'est vrai. J'étais agitée, j'avais des pensées, des petits vélos dans la tête, tu sais, je pensais à quelque chose, etc. Et maintenant je lis, j'ai un rituel, ça me fait du bien, ça me calme. Et une chose qui est spectaculaire et qu'on voit dans 100% des ateliers, on a même fait un article là-dessus, quand on est en atelier collectif, c'est le fait de se rendre compte que les autres partagent la même chose. Et ça c'est fou parce que tu dis, mais c'est évident. En fait, pas du tout. Il y a aussi un grand sentiment de solitude et d'isolement chez beaucoup de gens par rapport à des sujets de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Et le fait de partager avec d'autres autour d'un livre, autour d'une histoire et par le truchement du livre, tu touches ta propre histoire. C'est hyper c'est spectaculaire en fait. Je me sens mieux parce que j'ai vécu collectivement un moment de vrai partage autour d'un sujet qui, dans ma vie, est un sujet problématique. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à écrire ton livre? Le livre sur le burn-out. Autour du burn-out. Écoute, c'est une histoire intéressante. C'est le hasard parce que j'étais allée voir pas tout à fait, il n'y a pas de hasard, mais j'étais allée voir une éditrice qui m'avait contactée pour écrire un livre sur les femmes, puisque je m'intéresse beaucoup à la question des droits des femmes, comme tu le disais depuis longtemps. Et en fait, je vais voir l'éditrice, je ressors de là et je sens pas le sujet parce qu'en fait, le sujet, il est déjà très, très étudié. Il y a beaucoup de livres. Et moi, ce que j'aime quand j'écris un livre, c'est apporter une innovation, modestement, mais parler de quelque chose qui n'a pas encore été traité. Et en fait, je rentre chez moi et puis, écoute, il se passe quelque chose de très étrange. Je m'assois, je me souviens devant mon ordinateur comme ça, parce que je voulais commencer à écrire 2-3 idées et ça vient pas du tout. Et à ce moment-là, je pense à une conversation que j'ai eue il y a pas si longtemps avec une amie qui avait fait un burn-out et pas mal de conversations avec des personnes qui avaient fait des burn-out et je sais pas pourquoi ça me vient à ce moment-là et je me dis tiens mais ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi le travail c'est plutôt émancipateur et en fait je me dis
en ce moment il y a une crise et je commence à écrire des choses. Et en fait c'est venu comme ça, c'est-à-dire que la personnage principale elle est venue, j'ai commencé à écrire le synopsis, ça m'a pris 2 jours et 2 jours après j'envoie à l'éditrice en question et je lui dis écoutez, je vous propose pas du tout un livre, un essai sur les femmes, je vous propose un roman sur le burn-out, rien à voir. Elle lit et elle me dit banco, j'adore, on y va. Ça s'est passé comme ça, c'est fou. Tu vois oui, mais rien n'arrive par hasard, comme on dit. Hein. Bah oui, je pense que le rapport au travail, le rapport à... Puis bon, c'est une fille qui a aussi un parcours, tu verras, qui est particulier. Il y a aussi des rencontres. Enfin, bref, il y a la lecture dedans. Tout ça, c'est pas venu par hasard. Je pense que ça a sédimenté dans mon esprit. Puis un jour, ça s'est mis en place. Et justement, en parlant donc de travail, de femmes, tout ça mélangé. Donc, on l'a dit tout à l'heure, t'es activement engagée dans le droit des femmes et notamment sur l'égalité. Toi, en tant que femme entrepreneuse, mine de rien, parce que tu as fait quand même beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que encore aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse et en tant que femme, il faut encore constamment se battre, prouver, même si on voit quand même de plus en plus d'entrepreneuses femmes qui entreprennent, etc. Et surtout, selon ton avis, moi, ce qui m'intéresse sur le thème du podcast, évidemment, c'est surtout dans les métiers du livre. Écoute, oui, il faut encore beaucoup agir et sensibiliser parce qu'il y a pas mal d'inégalités qui sont agissantes, que ce soit dans tous les secteurs professionnels. Le monde de la culture et du livre n'y échappe pas. J'ai vu quand même dernièrement, alors j'en fais pas du tout une généralité, mais pas mal de femmes qui étaient nommées éditrices ou directrices de maisons d'édition, des grandes maisons, des grands noms, parce qu'il y a eu pas mal de changements dernièrement. Donc j'ai l'impression, mais ça reste une impression à vérifier, qu'il y a quand même des évolutions. Ce qui est sûr, c'est que c'est le sens de l'histoire, c'est la moitié de l'humanité, les femmes, les hommes. On devrait quand même aujourd'hui, en 2024, arriver à trouver des voies pour que ce soit égal. Moi, quand on s'engage pour l'égalité, on ne demande pas qu'on soit pareil, identique, chacun son parcours. On demande que les droits soient les mêmes. Et que quand on veut faire quelque chose, qu'on soit femme ou homme, ou quel que soit son parcours, on puisse y arriver. Moi, c'est ça que je défends. En fait, je défends les droits humains plus que uniquement les droits des femmes. Je défends les droits des femmes parce qu'ils sont partie prenante des droits humains. Ce qui au final est quand même rigolo rigolo. Tout est relatif. Dans le métier du livre ou encore la femme, de dire qu'il faut encore se battre, qu'il y a encore ces inégalités, etc. Alors qu'on aurait tendance à penser, et puis même de toute façon, statistiquement c'est le cas, les femmes lisent plus que les hommes. Oui. Oui. Il y a même un phénomène qu'on appelle le gender gap reading, que l'Europe, notamment la Commission européenne, il y a des études là-dessus qui montrent que oui, les femmes lisent plus, les femmes décrochent moins les ados à 12 ans, 12-13 ans, études PISA que les garçons. Moi, dans les ateliers, on a quand même beaucoup de femmes. On fait aussi une formation à la bibliothérapie pour les personnes qui veulent devenir bibliothérapeutes, qu'on fait depuis 1 an maintenant. On a quand même plus de femmes. Donc, clairement, il y a un phénomène très clair autour des femmes et de la lecture, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, la lecture, c'est vraiment pour les femmes un levier de libération, de liberté, parce que c'est vraiment un endroit où, tu sais, quand je parle de ça, j'ai toujours cette image d'ouvrir comme un espace immense, en fait. Et la lecture, c'est ça. Dans un roman, t'as pas de jugement, t'as des personnages, ils ont tous leurs épreuves, leur vie, leurs amours. Personne n'est parfait. Tu changes de position, les personnages évoluent. En fait, c'est vraiment le reflet de la vie telle que... Alors, je parle pas de la fantasy, etc. Moi, j'adore la fantasy en plus, donc c'est un genre que j'aime beaucoup. Et donc, quand on lit, et quand on est une femme et qu'on a des choses à conquérir, ou qu'on a des besoins d'acquérir de la confiance en soi, ou simplement de se sentir mieux, la lecture, ça va vraiment être un accélérateur et un puissant moyen, je pense, de se connecter à soi-même. Je trouve ça super intéressant et puis beau à la fois. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très poétique, très beau de la lecture, de ce qu'on en fait, et puis comme tu dis, de ce qu'on va en recevoir et ce qui va en ressortir derrière. Ouais, moi je suis convaincue aussi que de toute façon ça peut aider. Je l'ai vécu aussi, ce qui m'a poussée vraiment vers la porte de l'entrepreneuriat, c'est Laurent Gounel. Tu as vu son TEDx de Laurent Gounel, parce qu'il est extraordinaire. Oui, il me semble que je l'ai vu. Alors il date déjà, je crois. Oui, il date. Il me semble que je l'ai vu il y a un petit moment, ouais. Mais j'adore ce gars. Je le trouve tellement inspirant et puis il dégage quelque chose même il transpire quelque chose de très bienveillant et de très j'aime beaucoup. Ce qui est magnifique dans son TEDx, il dit à un moment donné, tu sais, il vit situation très dure, il a été licencié et il dit à un moment donné, j'ai compris que j'étais encore quelqu'un. En fait, il tombe au plus bas, il chute, mais vraiment quoi, il a plus rien, plus de boulot, il est seul, il est désespéré et en fait, il réalise que malgré tout dans cette désespérance, il y a encore quelque chose qui vibre. Et c'est là où dans le vide,
il va commencer à écrire son fameux best-seller. Et c'est là où sa vie change, parce que l'écriture a complètement changé sa vie. Et ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que dans la lecture aussi, moi, ce que j'aime, c'est de faire silence. C'est ce moment, en fait, où tu es dans le calme, le silence. Et c'est dans des moments comme ça qu'on devient hyper créatif, qu'on a des idées, tu vois, qu'on nourrit quelque chose. Et je trouve qu'on en manque dans nos vies quotidiennes, parce que nos vies, elles sont agitées, elles sont bruyantes, elles sont pas les vies de tout le monde, évidemment. Ça dépend où on est, ça dépend de son travail, de plein de paramètres. Mais néanmoins, on est quand même dans une société qui pousse à le bruit, l'agitation, la dopamine, les likes. Et ben non, la lecture, c'est l'inverse. On revient à la bulle, la simplicité, le silence, la tranquillité. Et ce faisant, on génère aussi un sentiment de paix et de recul qui va être très fécond pour imaginer la suite de notre vie. Ça, je trouve que c'est Et du coup, est-ce que justement, tu penses pas que c'est ça qui fait un peu peur ? Ah, j'aime cette question. C'est dur de se retrouver seul avec soi-même dans le silence et une lecture, c'est pas évident. Je pense que ça peut être effectivement, ça peut faire peur parce que on se pose tous beaucoup de questions existentielles et surtout en ce moment, je trouve que l'époque est complexe et effectivement, peut-être que ce rendez-vous avec soi-même, finalement, on préfère le repousser à plus tard. Oui, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des choses qui ressortent qui sont peut-être un peu difficiles ou il faut aller chercher des choses au fond de soi qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher. Mais derrière, souvent, il en ressort des choses quand même ultra positive et hyper jolie, quoi. Et toi, justement, du coup, quand tu as lancé Love for Livre, dis donc, c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi ? Est-ce que tu t'es posé des questions ? Est-ce qu'il y a eu des doutes ? Est-ce que tu t'es heurté à des obstacles qui n'étaient pas vraiment prévus et où tu t'es dit, bah là, ça remet tout en cause ? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans cette aventure-là ? Oh bah plein de choses, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tous les jours difficile. Oui. C'est l'art de résoudre les problèmes. Donc, non, il y a plein... Alors, des doutes. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux doutes. Donc, je me pose beaucoup de questions. C'est comme ça. Ça veut pas dire que je ne décide pas au bout d'un moment et que je suis pas hyper sereine en vérité au fond de moi. Je me suis posé beaucoup de questions sur les activités. Je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce qu'on va plutôt vers les entreprises? Est-ce qu'on va plutôt vers les publics vulnérables qui sont vraiment des publics qui me tiennent à cœur? Je me suis posé des questions, enfin, l'équipe, parce que c'était souvent collectif, sur est-ce que vraiment on va convaincre avec cette approche? Bref, en fait, je me pose des questions tout le temps. On a encore, alors j'ai envie de te dire de moins en moins, mais en tout cas au début on avait un peu de scepticisme sur ah bon, vous allez former avec des livres, mais aujourd'hui je sais pas pourquoi, depuis quelques mois, il y a, même dans les entreprises, il y a un vrai, je sais pas, il y a le besoin de trouver des méthodes innovantes aussi. Quand tu te retrouves face à des gens sceptiques comme ça, comment t'arrives à mentaliser et te dire non, moi je crois à mon idée, je suis sûre que je vais y arriver, donc laissez-moi tranquille. Bon, je suis pas la bonne cliente pour ça parce que moi je suis quelqu'un de très indépendant, donc en fait on a beau me dire plein de choses, j'écoute toujours, je suis très preneuse de retour, mais quand j'ai une idée en tête quand même, je suis bien accrochée. Mais quand même, il y a un point peut-être qui peut aider, c'est si tu l'as testé une fois et que ça a marché, pourquoi ça ne remarcherait pas? Je veux dire, le plus dur dans une aventure entrepreneuriale, notamment dans la culture, c'est que ça marche la première fois. Moi, j'ai fait des ateliers, j'ai vu des gens de comité exécutif qui étaient mais subjugués. Pas par moi, évidemment, ou par ma collègue ou mon collègue, peut-être. Par la méthode, par la puissance, peut-être, mais bon, on sait pas, mais je pense que c'est vraiment plutôt parce qu'on racontait ce qu'ils faisaient à travers l'atelier. Donc, quand tu l'as vécu une fois et que tu as pu faire lever des freins, tu peux le faire 1000 fois. Et donc, c'est ça qui donne l'espoir. Moi, je pense que l'espoir, c'est pas une stratégie, mais c'est une flamme, c'est une étincelle. Et on en a besoin, et pour l'avoir, il faut y aller, il faut tester. Test, et même à petite échelle. Même à petite échelle. Commence à faire quelque chose et tu verras assez vite qu'en fait, les portes vont s'ouvrir. Alors, encore une fois, il faut toquer, quand même. Il n'y a pas de raison qu'un projet qui est utile et qui a une valeur ajoutée, qui est fait qualitativement, et nous, on essaye vraiment de faire de la qualité, on essaye, on fait de notre mieux. Il ne fonctionne pas quand il répond à un besoin sociétal aussi important. Bien-être dans les entreprises, performance, partage, créer des liens, empathie, enfin tu vois, je pourrais développer. C'est impossible qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui résonne avec ça. Bah après, de toute façon, on est sur un secteur, le secteur du livre, où c'est difficile, où il faut se battre. C'est pas quelque chose qui est simple. Par exemple, un garagiste ou un coiffeur, on en a besoin. Je veux dire, on va pas l'inventer. Ma voiture, elle plante. Il me faut un mécano pour pouvoir réparer ma voiture. Je vais pas le faire toute seule. C'est ça. Le livre, faut aller chercher les gens. On est obligé de les convaincre. C'est un travail de très longue haleine. Et je trouve que celui du bien-être, encore
plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est difficile. Oui, et je voudrais rebondir parce que tu as dit quelque chose de très juste. En fait, le garagiste, il doit être préféré. Toi, tu dois être choisi. Et dans être choisi, ça veut dire que tu dois faire deux choses en même temps qui sont difficiles. Tu dois, être choisi pour ce que tu proposes, mais tu dois être aussi que ton idée soit choisie. C'est-à-dire que quelque part, tu crées aussi une tendance. Donc, c'est quand même un travail très lourd. Le bien-être, moi, je pense que ça se développe quand même assez fort. Mais le fait est qu'il y a des milliers de propositions, qu'il n'y a pas tellement de normes. Enfin, tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui qui s'improvisent un peu sur le bien-être. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, etc. Et donc, je pense que c'est un peu le Far West, entre guillemets, qu'il faut que tout ça se structure, que tout ça s'organise un peu. Mais en revanche, c'est un vrai besoin. Ah bah oui, c'est un vrai besoin. Oui, mais c'est un besoin qui est pas encore totalement assumé, je trouve. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où c'est difficile, par exemple, pour un chef d'entreprise, par exemple, de se dire, je vais investir de l'argent pour mes employés, pour leur bien-être. Ça commence quand même. Moi, je le vois quand même de plus en plus souvent. Alors après, tout dépend combien on investit. Mais aujourd'hui, la qualité de vie au travail dans les entreprises fait que tu peux quand même assez difficilement considérer que le bien-être, c'est secondaire. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, mais c'est vrai que c'est souvent des outils. C'est pas toujours des ateliers ou du contenu, donc il y a encore beaucoup de choses à apporter. Au final. La santé mentale, c'est encore un peu tabou. Clairement. Et moi, c'est un sujet que nous, on s'y attelle, mais on va développer vraiment une approche assez forte là-dessus à la rentrée, enfin à l'automne. La santé mentale, c'est un sujet très important et qui est au début de son expression, tu vois. Et avec l'expérience, selon toi, qui sont les plus réceptifs à tout ça ? Est-ce que ce sont plutôt les ados ou est-ce que ce sont plutôt les adultes ? Je dirais que les enfants entre 6 et 12 ans, c'est un très bon public. Parce qu'ils sont pas encore dans les écrans justement, donc ils sont encore assez accros à la lecture, ils ont commencé à lire des histoires, ils ont appris à lire pour la plupart. Après, quand je dis très bon public, c'est ceux qui vont accrocher le plus vite dans les ateliers. Ensuite, je dirais qu'il y a les publics allophones qui sont aussi très demandeurs. On a fait pas mal d'ateliers, notamment en Meurthe-et-Moselle, où on avait un programme avec la préfecture, et notamment auprès de publics allophones. Ils sont très demandeurs, ils sont très friands d'apprendre, de lire en français. Et après, je pense qu'il y a vraiment les 40, quadra, quinquas, disons, qui ont décroché avec la lecture, qui sont aussi dans des moments de vie où ils se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais faire, je suis plus tout à fait jeune quand même, enfin pas tout à fait, donc qu'est-ce que je vais faire dans cette deuxième moitié de ma vie ? Et je trouve que là, la lecture et notamment la littérature, tout ça apporte énormément. Au final, c'est rigolo parce que ceux qui sont les plus réceptifs, c'est les enfants qui sont encore dans l'insouciance et ceux qui sont un peu plus âgés parce qu'ils ont envie de retrouver cette insouciance. D'une certaine manière, je pense qu'effectivement. Parce qu'ils arrivent à un âge où ils se posent justement ces questions, de se dire allez, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je trouve que cette opposition est très rigolote et très sympa à voir. C'est marrant. J'aurais pas du tout pensé. Moi non plus, tu vois, c'est en te parlant que je réalise. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et vous intervenez pas sur les personnes vraiment âgées ? Si, on est intervenu en EHPAD. Oui. C'est pas ce qu'on a fait le plus jusqu'à présent, mais on est intervenu dans des EHPAD et c'est toujours un grand plaisir parce qu'ils sont aussi très réceptifs. Mais là, il faut vraiment adapter cognitivement parce qu'ils ont plus ou moins des capacités aussi d'attention. Donc c'est vraiment une autre approche. Mais si, et c'est très touchant objectivement ce qu'on peut vivre avec des personnes âgées en EHPAD autour de la lecture. C'est vraiment à vivre et ça leur fait beaucoup de bien. Et si demain, tu ne devais intervenir plus que sur un seul public, tu choisirais lequel ? Ah là, c'est dur. Je pense que ce serait pour les gens, je sais pas si c'est des femmes ou des hommes, mais en tout cas pour des adultes qui ne croient plus en eux en fait, ou qui croient que leur vie est, qui pensent que leur vie est conditionnée, qui sont enfermés entre des murs. Pourquoi ? Ce serait parce que pour moi vraiment, ce qui m'est insupportable, c'est de subir sa vie. Je pense vraiment que et que ce soit pour moi ou les autres. Je veux dire, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est quand je sens des personnes qui sont enfermées, qui trouvent pas d'issue. C'est quelque chose qui me touche et je pense que la littérature c'est vraiment une porte, c'est une porte et c'est une clé. Et donc après c'est aux personnes d'ouvrir la clé, ça fait pas tout. Mais du coup ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pas se laisser enfermer par l'espace d'un destin que les autres souvent définissent pour nous. Et c'est ça je crois qui me tient le plus à cœur. Et on va se diriger petit à petit vers la fin de ce podcast qui était très intéressant. J'aurais pu passer 3 heures avec toi. Ah bah ouais, franchement c'est très intéressant, j'aurais tellement d'autres questions, mais bon là il nous faudrait
toute la nuit. Pas la soirée. Si tu devais définir justement Love for Livre, tout ce projet, si demain je discute comme ça, terrasse d'un café avec des amis, je leur dis Love for Livre, c'est quoi? Et j'ai le droit d'utiliser un seul mot. Ah, Love for Livre, c'est un seul mot, mais ça va pas. Ouais, c'est difficile, hein. Là, allez, tu peux en dire 2 si tu veux. Allez, émotion, lecture. Ok. Et c'est quelle émotion, justement, toi, qui te parle le plus en lecture? Celle qui vient vraiment te chercher le plus? Je pense que c'est la surprise. Ok. Je pense que ce qui me plaît dans un roman, c'est de pas savoir, justement. Tu vois, il y a des romans, je pense à ce roman, Le Passe-Muraille. Tu connais? Ah oui, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est ouais, je lis pas trop la fantaisie. Bon, donc moi je lis depuis quelques années, je suis très très fan de fantasy et en fait j'ai lu ce roman qui est plutôt pour d'ailleurs ados mais aussi adultes et qui est extraordinaire et en fait le tome 4 est sorti et je me souviens, ça fait pas si longtemps, avoir envie que la journée passe vraiment pour pouvoir aller lire. Ah ouais. C'est vraiment frénétique. J'ai envie de rentrer dans cet univers, de continuer à découvrir. Pourquoi? Parce que en fait, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Elle a cette capacité, Christelle Dabos, c'est l'autrice, de créer ça. Donc, je crois que ce qui m'intéresse le plus en littérature, c'est la surprise. Et la surprise te fait même mieux mémoriser au niveau cognitif. Donc, en fait, tu t'en souviens. Ouais, c'est une émotion qui booste ta mémorisation. C'est vraiment une émotion forte, ambivalente, hein, puisque tu peux être bien surpris ou mal surpris, des bonnes ou mauvaises surprises. Mais je me souviens de ce sentiment d'avoir envie de savoir ce qui allait se passer et d'être frénétiquement accroché à la suite. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort dans une lecture. Ah, c'est rigolo, la surprise. C'est pas, tu vois, quand je t'ai posé la question, je me suis fait la liste de toutes les émotions et la surprise n'y était pas. Je sais pas pourquoi. C'est quoi pour toi l'émotion que toi tu aurais choisie? Ah, c'est difficile quand on pose les questions dans l'autre sens. Tu vois. J'étais pas prête. C'est surprise, justement. Alors, ça va paraître peut-être un peu maso ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup les romans tristes. Ah oui, mais non, oui. C'est cathartique. Hein. Alors c'est pas que j'aime être triste, c'est pas du tout ça. Mais je sais pas, les romans qui me rendent un peu mélancolique et qui me donnent envie de me mettre sous ma couette, c'est des romans qui après me font tellement réfléchir que du coup ils me font du bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Mais tu as parlé de refuge tout à l'heure en parlant de la littérature. C'est pas un hasard, je pense. Allez, c'est ma thérapie là, ça y est. C'est ma thérapie lecture. Bibliothérapie, c'est la minute bibliothérapie. Voilà. Pour revenir un petit peu au sujet entrepreneuriat, parmi celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer, qui ont un projet, et je sais qu'il y en a, la question que je pose toujours, puisque c'est celle qu'on me pose toujours, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer, quel que soit son projet, mais voilà, il est freiné soit par des peurs, soit par un entourage qui n'est pas toujours peut-être bienveillant, soit par trop de questions, ou même des fois, et ça c'est nouveau, j'ai eu des retours du style oui mais ça, il y a déjà beaucoup de monde qui le fait. Moi je dirais, c'est un conseil très basique, mais faire un test, c'est-à-dire que trouver à petite échelle une version sans risque ou sans trop de risque de son projet et de la tester, de voir si ça marche, tout simplement. Parce qu'on aura beau faire un plan d'action parfait sur la feuille, une feuille de route, etc. En fait, tu ne vois que dans la réalité ce qui se passe véritablement. Nous, pour rassurer les personnes qui nous écoutent, on a mis au moins 2 ans à trouver notre positionnement. On est parti sur quelque chose et puis si tu voyais la différence entre les présentations qu'on faisait il y a 4 ans, c'est presque rigolo. Tu vois, les présentations PowerPoint et tu mets celles d'aujourd'hui, mais tu rêves, quoi. Entre-temps, on a aussi Lisa, coucou Lisa, super designeuse qui nous a aidé sur la forme, mais sur le fond, déjà tester. Nous, on n'a pas trop testé au départ. On est parti sur le moteur de recherche, puis on est parti sur autre chose, puis sur autre chose, puis sur autre chose. Et je pense qu'on a passé beaucoup de temps à tourner autour de sujets qu'on aurait pu traiter plus vite. Après, c'est pas grave, c'est le chemin de chacun. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est, je dirais alors, de pas écouter les autres, c'est pas exactement ça, mais c'est, de toute façon, quand on va dans un milieu culturel, entrepreneurial, on est sur un milieu difficile de base. Parce que moi, le nombre de gens qui disent, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Va faire de la banque ou va faire ci ou ça. Mais non, mais moi, c'est ma conviction, donc c'est ce qui m'intéresse, et je pense que vraiment, il y a un besoin, c'est ce que je te disais, c'est pas juste se dire, moi, j'aime ça. C'est se dire,
ce que j'aime comme tant d'autres gens est utile à beaucoup de gens. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas créer des choses autour, tu vois. C'est au final se convaincre d'abord soi-même en premier avant de devoir convaincre les autres. Oui, mon associé que j'adore me dit souvent tu dois être croyante au sens presque intégral, quoi. Quand tu crées un projet comme ça, tu dois y croire 100%. Tu sais que tu vas prendre des retours de bâton, tu sais qu'il y a des portes qui vont se fermer, mais vraiment dans la culture, il faut y croire. Et puis après, moi, je conseille sincèrement de pas se lancer, peut-être de pas lâcher. Si par exemple quelqu'un a un travail, peut-être de garder son travail, et je te dis de tester en parallèle. Parce que petit à petit, on prend confiance. C'est vraiment le conseil numéro 1, je pense que je donnerais. C'est de très bons conseils. Et ça fait du bien des fois entendre, parce que même des fois quand on est lancé déjà dans l'entrepreneuriat, même depuis des années ou quoi que ce soit, les moments de doute, ils sont là encore pendant longtemps, parce que y en a plein qui pensent que parce que ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans que les gens ont leur entreprise ou entreprennent, que c'est confiance absolue, tout chousse vers la gloire, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, c'est aussi parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ou entrepreneureux la communication réseaux sociaux, elle est très déformée. Enfin, je veux dire, moi, la plupart des entrepreneurs avec lesquels je discute, même des gens qui ont des entreprises très florissantes, ils ont beaucoup de difficultés. Enfin, je veux dire, parce que ils ont des sujets RH, ils ont des sujets d'organisation, ils ont des sujets de marché, de clients, bref. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Au contraire. Et pourquoi ça, tu penses qu'on le met pas assez en avant, au final? Parce que je pense que les entrepreneurs ont souvent peur que 10 ans, avouant leur faiblesse, finalement, ils désintéressent, qu'ils aient moins de clients, qu'ils aient moins d'investisseurs, donc du coup ça crée une sorte de fake news permanente sur l'entreprise. Alors un peu moins, je trouve, ces derniers temps, je sais pas si c'est une impression, je trouve qu'il y a plus de sincérité sur c'est dur, j'ai du mal, et puis il y a des entreprises qui ont fermé. Moi je trouve que là, ces derniers temps, il y en a beaucoup qui disent j'arrête parce que ça a pas marché, pourtant des très beaux projets. Donc je trouve qu'on sort un peu de ça, mais malgré tout il y a une peur, il y a la peur qu'on soit non désirable et que du coup on perde des opportunités. Ouais, la peur est vraiment ce qui revient souvent. C'est vraiment une émotion, justement, qui est compliquée à gérer, et surtout dans l'entrepreneuriat, qui est compliqué à traverser, parce que la peur, elle peut freiner pour tellement de choses, et même quand on peut avoir de belles idées tout en étant hyper bien entouré, avec tous les voyants ouverts, il suffit que la peur, elle vienne germer une toute petite graine dans un coin de la tête et c'est terminé. Absolument. Mais après, tu vois, je pense qu'il faut pas s'acharner non plus. C'est-à-dire que il y a vraiment des moments. Moi, il y a un moment, quand on a eu les problèmes informatiques, il y a très longtemps maintenant, il y a des années, je m'étais quand même donné une certaine durée. C'est-à-dire, je me suis dit, là, je suis vraiment dans l'épreuve, et on s'est dit, bon, on va se donner 6 mois, on va essayer de sortir de l'épreuve, on va faire tout ce qu'on peut, et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, il faudra se rendre à l'évidence, en fait. Et ce que je trouve vertueux là-dedans, c'est que en fait, ça a fonctionné, on a pu trouver une solution un peu inespérée, je dois dire, et du coup, ça nous a donné encore plus de croyance, parce qu'on s'est dit, si on a réussi à sortir de là, c'est bon, c'est qu'on peut continuer. Mais si on n'avait pas réussi à le faire, on se serait rendu à l'évidence. Il faut aussi avoir cette lucidité, et savoir arrêter quand c'est le bon moment. Savoir arrêter quand c'est le bon moment, et aussi quand même s'accrocher et pas s'arrêter à le moindre obstacle. Exactement. C'est un dosage, en fait. Voilà, toujours être en équilibre dans un monde en déséquilibre. Oh là là. C'est tout l'enjeu. Vaste sujet, ça aussi. Écoute, Céline, c'était un échange qui était très intéressant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu se raconter, mais voilà, ça aurait fait un podcast très long. Mais merci pour tout ce que tu nous as un peu raconté, et pour Love for Livre, qui est vraiment un super projet, vraiment, que je vous invite à suivre de près. Et si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à les contacter pour divers projets, parce que voilà, il faut vraiment influer cet élan de culture et de livres un peu partout, que ce soit dans notre vie perso ou pro, c'est super important. Et puis on voit ce que ça donne aussi, parce que mine de rien, ça donne des beaux projets derrière. Donc que de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à Love for Livre pour la suite? On peut souhaiter de grandir. Je dis bien grandir et pas croître, c'est un peu différent. Grandir, s'il y a plus de dimensions dans ce mot, tout en gardant son âme. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Et ce qu'on souhaite à l'équipe et à Love for Livre. Merci beaucoup, Merci Amélie. beaucoup pour cet échange. Merci.